capsules d'économie politique et développement social. Des capsules produites par Benoît Prévost, responsable du Master Intervention et Développement Social de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Nous commençons aujourd'hui notre exploration des principes fondamentaux de la théorie économique standard ou dominante. Ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver en sciences économiques. Il y a une très grande diversité d'auteurs, de courants et une longue histoire qui remonte au moins au XVIIIe siècle à Adam Smith, qu'on considère comme le père de l'économie en tant que science. Nous avons déjà mentionné que la naissance de l'économie ne pouvait pas se comprendre sans référence à la philosophie des Lumières et donc sans remonter, au moins, à Hobbes. Je dis au moins à Hobbes car en réalité la philosophie de Smith est également marquée par la philosophie stoïcienne, ce qui suppose de s'inscrire dans une histoire longue de la pensée qui remonte à l'Antiquité grecque. Dans cette capsule, nous allons essayer de poser quelques jalons historiques. Malgré la grande diversité des auteurs et des courants, on peut identifier ce qu'on appelle l'économie standard, donc, ou orthodoxe, ou encore dominante. Elle se caractérise d'abord, d'un point de vue sociologique, comme étant un ensemble de principes ontologiques, épistémologiques et méthodologiques qui sont mobilisés par la majorité des économistes à un moment donné. C'est donc d'abord une économie dominante par le poids de ses adeptes et praticiens. Cette économie standard s'inspire très fortement de l'économie néoclassique qui est née à la fin du XIXe siècle, avec des auteurs comme Walras en France, Gibbons en Angleterre ou Menger en Autriche. Elle se caractérise par une logique de mathématisation de la science économique, autrement dit par la mise en équation du monde économique. Cette mise en équation favorise les raisonnements hypothético-déductifs, s'appuyant sur un ensemble de postulats assez simples, comme, par exemple, le fait que les individus cherchent d'abord et avant tout à maximiser leur situation personnelle, qu'ils le font rationnellement et en tenant compte des informations que le marché leur fournit. Beaucoup d'économistes dominants réfutent aujourd'hui le poids de l'économie néoclassique dont ils sont pourtant les héritiers. Cette ignorance est le fruit de la disparition des cours d'histoire de la pensée économique, de méthodologie et d'épistémologie dans les cursus des économistes. Aujourd'hui, grosso modo, il suffit de maîtriser les outils mathématiques pour être un grand économiste, sans jamais s'interroger sur les fondements de la science mise en œuvre. D'après Joseph Stiglitz, qui a eu l'équivalent du prix Nobel d'économie en 2001, ce qui caractérise finalement principalement l'économie standard, c'est qu'elle nourrit des croyances libérales et même ultralibérales. Elle produit une orthodoxie politique qui se traduit par la mise en place des mêmes politiques dans tous les pays du monde, soit sous l'impulsion des gouvernements démocratiquement élus, soit sous la pression des institutions internationales. Ces politiques sont celles qu'on peut qualifier aujourd'hui de néolibérales et auxquelles plusieurs capsules sont consacrées. Nous développons par la suite ces différents éléments théoriques. Pour le moment, tâchons juste de nous repérer dans l'histoire. La théorie néoclassique de la fin du XIXe siècle a été développée par des auteurs de référence comme Alfred Marshall, qui a créé la première chaire de sciences économiques à l'université de Cambridge dans les années 1890. Il a alors diffusé des principes théoriques qui restent encore, aujourd'hui, enseignés dans toutes les universités du monde. Il a eu pour élève Cécile Pigou, qui a renforcé les bases libérales de la théorie néoclassique. Ces bases ont ensuite été développées tout au long du XXe siècle par des économistes prestigieux comme Milton Friedman, qui fut l'un des plus influents économistes auprès du pouvoir politique aux États-Unis et en Grande-Bretagne dans les années 1980. Marshall a également fait cours à John Maynard Keynes, qui a fortement critiqué la théorie néoclassique et a déduit de ses propres analyses des principes politiques très différents de ceux de ses collègues libéraux. Keynes a posé les bases des théories interventionnistes qui justifient que l'État s'investisse massivement dans le fonctionnement de l'économie capitaliste pour en corriger les dysfonctionnements. Après la Seconde Guerre mondiale, le keynésianisme restera influent, mais les néoclassiques vont rapidement absorber et atténuer les éléments les plus critiques des théories de Keynes. On parle de synthèse néoclassique pour qualifier le processus théorique qui va permettre aux économistes libéraux de vider progressivement les analyses de Keynes de leurs contenus radicaux et en faire progressivement une arme pour justifier que l'État intervienne de moins en moins. Jusque dans les années 1980, il y avait néanmoins une réelle diversité de la pensée économique et de réels débats entre les économistes dominants, orthodoxes, et les économistes minoritaires, mais très actifs, les économistes hétérodoxes, eux-mêmes réunis dans différents courants, les marxistes, les régulationnistes, les post-keynésiens, etc. Aujourd'hui, les économistes standards font peser une chape de plomb sur l'enseignement et la pratique de la science économique au nom d'une scientificité dont ils seraient les gardiens. Un économiste français très influent, Pierre Cahuc, a par exemple qualifié de négationniste
tous les économistes qui refusent les principes épistémologiques et méthodologiques de l'économie standard. C'est dire l'ambiance qui règne dans les universités françaises en matière de liberté de penser. Dorénavant, donc, quand nous parlerons de sciences économiques ou d'économie en général, nous parlerons d'économie standard ou orthodoxe ou dominante indifféremment. Et, vous l'aurez compris, il s'agira des théories qui justifient les politiques économiques néolibérales. Il y a eu un avant la théorie néoclassique. Cet avant, c'est le foisonnement de théories et de débats au cours du XIXe siècle, qui a vu se développer aussi bien une économie politique libérale, avec des auteurs comme Jean-Baptiste Say, Thomas Robert Malthus, David Ricardo ou bien encore Jérémy Bentham. Cette économie politique a nourri des courants doctrinaires très virulents, qui défendaient becs et ongles les principes du laisser-faire, laisser-passer. L'un des auteurs les plus actifs de la seconde moitié du XIXe siècle a été en France, par exemple, Frédéric Bastiat, qui était bien plus un polémiste libéral qu'un théoricien. En face, de nombreux auteurs ont défendu une autre manière de faire de l'économie, et bien sûr, ils en tiraient des conclusions politiques différentes. Dès la fin du XVIIIe, début XIXe, les premiers socialistes se sont inspirés de Saint-Simon, qui a d'ailleurs chargé l'un de ses jeunes disciples, Auguste Comte, de fonder une nouvelle science sociale, la sociologie. Cette dernière ne verra vraiment le jour qu'à la fin du XIXe avec Durkheim. D'autres socialistes, comme Proudhon, ont développé de nombreux arguments contre le libéralisme. Mais c'est surtout Marx qui marquera l'histoire de la pensée économique. En reprenant les principes théoriques des premiers libéraux, il élaborera une critique de l'économie politique qui reste encore très influente pour de nombreux économistes hétérodoxes aujourd'hui, comme par exemple votre enseignant de cette année. Nous consacrons plusieurs capsules à Marx et au marxisme. Vous voilà donc prêts. Vous avez les éléments historiques de base pour vous y retrouver. Nous allons pouvoir à présent voir dans une autre capsule quels sont les principaux éléments théoriques de la science économique standard qui justifient aujourd'hui les politiques économiques néolibérales.